Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde, chers participants au programme de l'équivalent sémiologique. Aujourd'hui, on est à la troisième version de cette série de cours sur la sémiologie. Nous avons commencé par la sémiologie de la douleur thoracique que je l'ai animée moi personnellement en tant que président de l'association et animateur de ce programme. Il y avait une deuxième présentation qui a été faite sur la toux et l'expectoration, qui a été animée par une étudiante à la faculté de médecine de Marrakech, faculté de médecine pharmacie. Et elle a fait d'ailleurs une très bonne présentation. Je l'ai supervisée dans son travail et l'a très bien présentée. Et j'ouvre toujours la parenthèse pour ceux qui souhaitent prochainement faire des présentations sous forme de topo afin de s'habituer à la prise de parole en public et pouvoir bien présenter. Et aujourd'hui, on est à la troisième version de cette série de cours qui sera animée par une étudiante en troisième année de médecine à la faculté de médecine de pharmacie et d'odontostomatologie de Nouakchott en Mauritanie. L'étudiante est nommée Veti Afa et aura la parole bientôt. Je me présente de nouveau pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis le président de l'Association internationale des étudiants en médecine. Je suis un étudiant en sixième année et je suis l'animateur de ce programme. Soyez les bienvenus si vous souhaitez apporter une tâche, vous avez des idées, je vous souhaite la bienvenue. J'ai été toujours interactif avec les étudiants dans ce qu'ils souhaitent pour pouvoir améliorer leur niveau. Donc voilà, j'aimerais tout d'abord savoir quelles sont les facultés qui sont ici présentes avec nous. On a décidé, vous avez vu dans la présentation tout d'abord qu'elle a été prévue 19h, mais c'était une erreur de frappe par rapport au comité d'informatique. C'est à 17h, on l'a déjà dit, c'était à 17h. Maintenant, nous allons essayer de savoir quelles sont les facultés ici présentes dans le programme d'aujourd'hui et nous allons continuer et certainement vos collègues viendront de temps en temps. Allez, donc j'aimerais savoir quelles sont les facultés ici présentes. Marie Hamed. Marie Hamed, vous êtes de quelle faculté? Marie Hamed. Est-ce qu'elle nous entend? Apparemment, non. Le reste des collègues, je reconnais quelques-uns. Je crois qu'il y a un autre, Cher Ali, je crois qu'il étudie dans une faculté en Europe, dans un pays en Europe, si je me rappelle bien. Donc, pour les autres... Donc, ouais, d'accord, je me rappelle de toi. Et les autres collègues que je crois que je les ai reconnus. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bienvenue, donc je donne la parole à l'étudiante Fatia de commencer sa présentation. Assalamu alaikum. Merci Monsieur le Président pour cette belle initiative. Je vous salue tous, mes chers confrères et mes chers consoeurs. Avant de commencer, je tiens au nom de moi-même et de tous les membres de l'Association internationale des étudiants en médecine à remercier vivement pour cette belle initiative, Monsieur le Président. Que j'insiste, ce programme, c'est un programme très important à tous les étudiants de deuxième et troisième année de médecine qui parvient commencer d'abord avec Monsieur le Président, avec la sémiologie de la douleur thoracique, et ensuite ma collègue Ikram de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech avec la sémiologie de la toux et de l'expectoration, et se faire des belles représentations, machallah. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, je me présente, je suis Veti Afa, étudiante en troisième année de médecine à la faculté de médecine de pharmacie et d'odontostomatologie de Nouakchott en Mauritanie. Et soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous. Que le bon Dieu nous accorde vers le succès. Ok, on va commencer. Est-ce que le son est audible ou bien non? Oui, on vous entend très bien. Oui. Allez-y, vous pouvez lui défiler la diapo et je vais commencer sa présentation.
Et j'insiste là-dessus, il faut prendre des notes, d'accord? Il faut essayer de prendre des notes pour pouvoir vous organiser et poser vos questions. Allez-y, Vétia, vous avez la parole, vous pouvez commencer. Allez-y, Vétia, vous pouvez commencer. Président. J'insiste à tout le monde. Allez-y, Vétia. Est-ce que les autres étudiants entendent très bien Vétia? Est-ce que les participants... D'accord, les participants n'entendent pas très bien Vétia. D'accord. Il s'avère que probablement il y a eu un petit problème de réseau. Elle reviendra certainement, Inch'Allah, dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc, comme vous savez, je vais en prendre la parole en attendant qu'elle vienne. Le sujet de cette présentation, c'est la sémiologie de l'acide. L'acide, elle est très importante à connaître et son diagnostic, il est clinique. Il y a des investigations que vous allez voir durant la présentation des examens complémentaires nécessaires afin de connaître la en avance, il faut savoir reconnaître une acide sur le plan clinique. D'accord, très bien. Allez-y, je vous donne la parole. Tfadli. On vous attendait. Ok, il y aura un problème de connexion apparemment. Donc, pour entamer cette présentation, on va procéder à notre plan suivant. Introduction, les mécanismes, les signes cliniques, l'examen complémentaire et l'étiologie. Diapo suivante. Les cas cliniques. Les cas cliniques, c'est une évaluation à partir du corps. Nous allons le voir après. Un soir aux urgences, alors que vous êtes en garde, Madame X, âgée de 54 ans, a comme antécédent hypertension artérielle, consulte pour une augmentation du périmètre abdominal, une douleur, présence de CBC abdominal, gêne respiratoire, asthénie, amaigrissement, constipation, associée d'œdème des membres inférieurs blancs, peine à le godet et de température de 37,5. Ces cas cliniques, on va le voir après. Diapo suivante. Introduction. Vous connaissez tout ce qu'est la sémiologie et la science qui étudie les symptômes. Il comporte plusieurs branches, dont la sémiologie digestive, qui fera sujet de notre présentation. C'est l'acide. L'acide qui est notre sujet,
parmi les signes les plus fréquents en urgence, comme je l'ai noté ici, c'est une pathologie fréquente. On peut les trouver souvent sur deux situations cliniques possibles. Soit la maladie causale est déjà connue, comme une cirrhose, un cancer, une pathologie pancréatique, une insuffisance cardiaque, et le contexte ici sera thérapeutique. La deuxième situation, soit l'acide survient chez un patient n'ayant pas une maladie connue pour donner l'acide. Le contexte ici sera généralement étiologique. Un deuxième point, pour prévenir les complications telles que l'hernie ombilicale, les infections des liquides sont généralement constantes et la pleurésie. Pour la définition, l'acide est défini comme un épanchement liquidien non hématique, non prilant, intrapéritonéal. Il est détecté cliniquement lorsque son volume atteint 2,5 litres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les mécanismes. Autrement dit, la physiopathologie. Quand on parle de la physiopathologie, on parle des mécanismes en jeu pour former la pathologie. On a ici deux grands mécanismes, un inflammatoire et l'autre mécanique. L'acide d'origine inflammatoire, l'acide riche en protéines supérieur à 25 grammes par litre, dit excitant. Il est dû essentiellement à une augmentation de la perméabilité capillaire, d'où une fuite protéique, une carcinose ou une irritation du péritoine. Il est également dû à de l'eau riche en protéines inflammatoires et des cellules inflammatoires. Le deuxième mécanisme est l'acide d'origine mécanique, pauvre en protéines, inférieur à 25 grammes par litre, dit transida. Le mécanisme ici, c'est il y a également un déséquilibre de pression hydrostatique géré par l'eau dans les vaisseaux, une baisse de pression oncotique gérée par les protéines. Pour bien comprendre ces mécanismes qui est le plus fréquent, surtout dans les cas des acides cirrhotiques, on va revenir un peu vers les bases, les sciences de base. Vous êtes d'accord? Réveillez vos mémoires. Donc, vous connaissez que le foie est un organe qui a plusieurs fonctions, notamment deux fonctions qui nous intéressent ici, la fonction d'épuration et la fonction de fabrication de l'albumine. Donc, la fonction d'épuration, vous connaissez que l'arôme du foie est éliminer tous les déchets du tube digestif. Comme que le foie est situé à droite de l'abdomen, en dessous des côtes. Donc, tout le sang du tube digestif va arriver au foie pour la filtration et l'envoie ressort à la circulation générale. Donc, le deuxième rôle qui est la fabrication, le foie fabrique plein de protéines, notamment l'albumine. L'albumine est connue comme une protéine à haut poids moléculaire, protéine de sang. Donc, vous avez bien retenu ces deux fonctions, qui est la fonction d'épuration et la fonction de fabrication de l'albumine. Donc, on revient vers les vaisseaux, ce qui se passe dans les vaisseaux. Quand le sang stagne dans les vaisseaux et la pression devient hyper importante, une partie va traverser les vaisseaux, couler à travers les vaisseaux. N'oubliez jamais l'échange qui aura lieu entre le milieu extravasculaire et le milieu intravasculaire. De même, les protéines attirent l'eau à cause de leur haut poids moléculaire pour répondre au phénomène d'osmose. Donc, une fois que vous avez compris ces deux grands principes, vous avez tout compris, Inch'Allah. Je les répète un peu simple pour faciliter les choses. On a le foie, comme on a dit, l'arôme d'épuration et tout le sang du tube digestif reçu par le foie à l'aide de la divine porte va être débarrassé de tous les déchets au niveau du foie. Un ressort va à l'aide du porte et le sang va être débarrassé de tous les déchets à retrouver la circulation générale. Donc, le sang épuré reprend les organes. En cas de cirrhose, le foie est attaqué. Le sang continue à arriver par le même cycle qu'on vient de citer, sauf cette fois,
ou lui conforter un obstacle n'arrive pas à passer, la pression est augmentée. Est-ce qu'ils sont audibles? Oui. Vous voyez qu'il y a un problème de connexion. Donc, on revient à notre foie cirrhosé. Le foie est attaqué, le sang continue à arriver au même cycle qu'on vient de citer, sauf si cette fois, de conforter un obstacle n'arrive pas à passer. Donc, la pression est très augmentée. L'élévation de pression va causer une filtration du sang à travers les vaisseaux qui va ressortir, qui va faire un transédate, provoque un protéine parce que les protéines sont restées dans les vaisseaux. Donc, à résumer, une fois cirrhosé, l'albumine est moins fabriquée, donc une diminution du taux d'albumine. Donc, j'ai moins d'albumine, j'ai tendance à plus sortir des vaisseaux. Et voilà, notre acide est formé. Donc, dans ces images, il est bien illustré qu'il y a un bref, au niveau de l'acide transéda, un déséquilibre de pression hydrostatique et pression oncotique, une élévation de pression hydrostatique ou une baisse de la pression oncotique. Au niveau de l'acide hexida, il est bien illustré devant vous dans le schéma qu'il y a une hyperperméabilité capillaire, d'où une fuite protéique qui va nous donner un acide riche en protéines. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'acide chylose. Un cas particulier de l'acide, il est défini par un taux de triglycérides supérieur à 1,1 g par litre ou le taux de triglycérides de l'acide supérieur au taux plasmatique de triglycérides. Pour sa physiopathologie ou son mécanisme, il est dû également à une oblitération, une compression des voies lymphatiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on passe vers l'interrogatoire, au raisonnement. Depuis l'examen, nous appris d'être systématique. Toujours commencer par un interrogatoire, un examen physique, et enfin récolter les informations qui pourront nous aider à cibler une étiologie. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par l'état civil, l'identité du patient, sa profession, les antécédents. On va rechercher d'éventuelles morbidité cardiaque, hépatique, rénale, néoplasique, et des habitudes toxiques, notamment l'alcool, qui est l'une des causes d'hypertension portale, de la cirrhose. Et l'histoire de la maladie, la date et le mode de début et les signes fonctionnels et les signes associés, soit digestifs ou extra-digestifs. Donc, à la fin de ce diapo, je veux passer un message que l'interrogatoire est une phase très, très, très importante. Au jour que vous êtes un médecin, le patient ne viendra jamais vous dire bonjour, j'ai un acide ou telle autre pathologie. Ce sera à vous de faire un bon interrogatoire pour y aller dans le bon sens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les signes cliniques. Premièrement, l'acide de moyenne ou de grande abondance. Les signes fonctionnels sont très brillantes. On note la dyspnée, palpitation, constipation, le déguéri. Dans ces cas, le diagnostic est souvent évident. Diapo suivante. Toujours dans notre tête, il faut donc savoir diagnostiquer l'acide, toujours l'avoir en tête, le diagnostic différentiel de l'acide, éliminer pour pouvoir confirmer, consolider notre... Ok, merci. On revient sur les signes d'accompagnement. Souvent, on a contre des odeurs des membres inférieurs, on prend de côté, parfois dans des bourses, des grandes lèvres, peut y avoir une pleurésie. Diapo suivante. Les signes cliniques. Au niveau du deuxième type de l'acide, qui est l'acide de faible abondance. Le diagnostic commencera par une prise de patient afin d'évaluer la prise du poids. Donc, on note ici la prise du poids, l'examen physique.
On note essentiellement le matité mobile des flancs, pas d'autre. Souvent des diagnostics difficiles. Donc, notre diagnostic ici est conforté ou bien consolidé par l'échographie abdominale et la ponction d'acide. Diapo suivante. Le troisième type qui est l'acide cloisonné enquisté. À l'examen physique, on note essentiellement une matité fixe et non mobile, contrairement aux autres types de l'acide. Donc, il ne faut jamais dans ce cas faire une ponction d'acide sans échographie, parce que l'échographie va nous guider durant la ponction. Diapo suivante. Ok. Revenons à notre cas clinique. Un soir, aux urgences, alors que vous êtes en garde, je l'ai revu encore, Madame X, âgée de 54 ans, a comme antécédent HTA, consulte pour une augmentation du périmètre abdominal, une douloureuse, présente de CVC abdominal, angine respiratoire, asthénie, amaigrissement, constipation associée d'œdème des membres inférieurs, blanc prénal godé et de température de 37,5. Vous êtes des externes et au garde. C'était les signes cliniques. Je vous écoute. Oui, Hafsatou. Les signes cliniques, on a une augmentation du périmètre abdominal et la présentation de CVC. On a un gène respiratoire, une asthénie, et un amaigrissement, une constipation et l'œdème des membres inférieurs. Oui, parfaitement. Ok, merci pour la participation. Qui d'autre? Qui parmi vous veut dire quelque chose à propos des signes cliniques? C'est Hafsatou seulement qui a constaté les signes cliniques ou bien? Allez-y, participez, regardez le cas clinique et dites qu'est-ce que vous voyez. L'intérêt de la présentation, c'est que vous soyez interactif afin d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre entre collègues. Donc, n'ayez pas la timidité, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Ce n'est pas quelque chose de grand, c'est très simple. Vous êtes externe, vous êtes de garde avec un médecin traitant. Il vous amène à la consultation et il vous dit, allez-y, dites-moi ce que cette patiente présente. Et là, vous êtes censé connaître. Qu'est-ce que vous remarquez chez cette patiente? Allez-y. Est-ce que vous connaissez que veut dire signe clinique? Vous n'avez jamais entendu parler de signe clinique? Oui, allez-y. Que veut dire un signe clinique? Quand on parle de signe clinique en sémiologie. Sont un signe développé par les patients. C'est ça qu'est-ce qu'on l'appelle. Les signes cliniques sont divisés en signes fonctionnels et des signes physiques. Oui, effectivement. Les signes fonctionnels, c'est qui ramènent les patients à consulter. Et les signes physiques sont des signes développés par les médecins à l'examen physique. Alors, comment faire la différence dans ce cas clinique entre les signes fonctionnels et les signes physiques? Oui. Comment peut-on faire la différence? Quels sont les signes fonctionnels dans ce cas clinique et quels sont les signes physiques?
l'augmentation du périmètre abdominal est ressentie. C'est fonctionnel. Je peux attendre le son. L'augmentation du périmètre abdominal, c'est un signe fonctionnel ou un signe physique? Je pense que c'est peut-être les deux. Les deux, parce que le patient peut consulter pour une augmentation du volume abdominal, mais on peut aussi voir ça à l'inspection. Très bien. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Oui, Mohamed Talib, allez-y. Pour l'intérêt de la présentation. Oui, là. Selon la découverte, si les médecins découvrent les signes. Hein, quoi? Si les médecins qui les découvrent les signes de l'augmentation du périmètre, c'est un signe physique. C'est un signe physique. Allez, apparemment, voilà, merci. Nous allons prendre notre cher collègue qui fait ses études dans un pays, tu m'excuses pour l'expression parce que je n'arrive pas à mémoriser le nom du pays, mais j'en suis certain de sa localisation d'ailleurs. Vous avez étudié en anglais, certes. Est-ce que vous trouvez du mal à communiquer? Est-ce que les informations présentées par votre collègue sont claires? Je m'adresse à notre cher collègue Cheikh Ali. Merci. Je n'ai pas de problème de comprendre. Le cas clinique, il est visible, il est clair. Oui, il est clair. D'accord. Tu m'as dit que vous apprenez la sémiologie en cette année ou l'année prochaine? Next semester. D'accord, très bien. D'accord. Donc, il faut savoir différencier entre un signe fonctionnel et un signe physique. Et il y a d'autres signes. En médecine, on a les signes fonctionnels, on a les signes physiques, et on a quoi d'autre? Quels sont les autres signes? Les signes paracliniques. Infraclinique. Les signes paracliniques, les signes infracliniques. Qui dit encore? Il y a les signes fonctionnels, les signes physiques et les signes. Alors, c'est l'intérêt de cette présentation. Il y a où est le problème? Quels sont vos lacunes? C'est ça l'idée de cette présentation, afin de se corriger. C'est-à-dire, quand on connaît la chose, on ne vient pas pour l'apprendre. Et c'est bien déjà. Donc, je vais laisser à la présentatrice de vous animer la présentation. J'espère qu'elle vous apportera des informations et on va la compléter encore pour que vous appreniez les informations qu'il faut. D'accord, allez-y, vous continuez. Ok. Donc, au niveau de notre cas clinique, on a bien demandé des signes cliniques, qui est divisé essentiellement en deux parties, signes fonctionnels et signes physiques. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans notre diapo, il est bien illustré les signes cliniques en rouge. Donc, notre patiente présente une augmentation du périmètre abdominal, de CVC abdominal, une gêne respiratoire, une asthénie, un maigrissement, constipation et des signes d'accompagnement comme des œdèmes des membres inférieurs, blancs, primaires de Godet. Donc, sont généralement des signes cliniques
présents chez notre patiente. J'espère que c'est très clair. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Oui, bien. Il illustre quelques signes, notamment l'augmentation du périmètre abdominal, CVC, qui est bien illustré à droite à droite du photo. C'est des CVC, des circulations veineuses collatérales, qui est bien illustré par notre patiente, et l'augmentation du périmètre abdominal. Diapo suivante. Revenons encore dans c'est la même patiente. Donc, on vient de connaître les signes cliniques. Donc, pour votre patiente, quel examen complémentaire demandez-vous? On demande dans une première intention l'échographie abdominale et la ponction d'acide. Ok, merci. Par quelqu'un d'autre? L'échographie abdominale. Merci pour ta participation, Aïchatou. Quelqu'un d'autre qui veut dire mieux? L'échographie abdominale pour le bien. L'échographie? Abdominale pour le bien. Ok, merci. Quelqu'un d'autre veut participer avec nous? Prélèvement sanguin. Prélèvement? Sanguin. Ok, merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous avez répondu, c'est parfaitement raison. Vous êtes excellent. On voit en premier temps la ponction d'acide, qui est le premier et le plus important, qui est indispensable pour le diagnostic et l'étiologie, qui est systématique. Donc, connaît par sa technique faisable au niveau de l'union entre la ligne régulière ombilique à l'épine iliaque et antéro-supérieur gauche, l'union entre le tiers externe et les deux tiers internes de la ligne régulière ombilique à l'épine iliaque antéro-supérieur gauche. Donc, pas de ponction à droite car le côlon droit est plus superficiel, donc c'est faisable généralement à gauche. Risque d'effraction digestive et du péritonite. Donc, attention, si vous êtes passé de l'abondance de l'acide, ou bien donc un acide cloisonné, qu'on a déjà mentionné ça, il faut faire l'échographie en premier lieu, avant la ponction d'acide. Donc, les examens généralement demandés au niveau du ponction d'acide, c'est la biochimie, notamment le taux de protéine, qui est l'élément clé pour l'orientation étiologique, qui va distinguer entre est-ce que c'est un acide pauvre ou riche en protéines, et en deuxième lieu, l'examen bactériaux pour éliminer les infections du liquide, et finalement, l'examen de cytologie pour chercher les cellules anormales devant l'orientation vers une origine tumorale.
Donc, généralement, la ponction d'acide est faisable dans 3 types. La biochimie, bactério et la cytologie. Diapo suivante. Comme c'est illustré ici devant vous dans l'image, c'est ici le site connu pour la ponction, c'est l'union entre le tiers externe et 2 tiers internes, reliant l'ombilic, comme vous le voyez ici, à l'épine iliaque antéro-supérieure gauche. Donc, c'est ici le site de la ponction d'acide. En deuxième image, vous voyez le liquide évacuatrice par la ponction. C'est le liquide jaune citré. Donc, sa caractéristique, il est jaune citré, donc non hématique et non purulent. Comme on a déjà mentionné ça au niveau de la définition au début. Donc, on passe par la suite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avant de passer, je vais mentionner qu'à côté de ces explorations standards, qui est la cytologie, la biochimie, le bactério, qu'on doit effectuer devant toute poussée d'acide, on peut demander d'autres en fonction du contexte. Par exemple, les dosages des enzymes pancréatiques tels que les lipases, l'amylase et l'adénosine des amylases. Donc, on passe vers le deuxième examen complémentaire qui est l'échographie abdominale. Nous pourrons diapo précédent. Okay. L'échographie abdominale. Pour diagnostic, utilisé pour diagnostic positif et étiologique. On recherche d'ailleurs les signes d'hypertension portable, notamment la splénomégalie, recherche les nodules péritonéaux, les adénopathies, l'examen de structure du foie, sont toutes visibles par l'échographie abdominale et en fait de guider notre ponction. Dans les cas de l'acide cloisonné enquisté, autre examen biologique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le diagnostic différentiel. Il faut toujours l'avoir en tête. Savoir éliminer tout ce qui n'est pas un épanchement liquidien, comme dans notre cas clinique, il s'agissait d'une femme. Donc, je peux penser à une grossesse, un kyste ovarien. Donc, il faut toujours faire attention devant toute augmentation du volume de l'abdomen. Il faut toujours éliminer l'obésité, le syndrome occlusif, le vésical, kyste ovarien, fibrome utérine, grossesse. Et éliminer aussi tout ce qui n'est pas un épanchement acétique, tel que l'hémopéritoine, le péritoine purulente. À ne pas confondre, ok? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, diapo suivante, les étiologies. On va commencer par l'acide pauvre en protéines, du transsida. Il existe beaucoup d'étiologies. Je citerai la plus fréquente, donc notamment à l'hypertension portale, la cirrhose, qui est fréquente et connue par l'existence des signes d'hypertension portale à l'aide de l'échographie qu'on vient de le citer, généralement associée à des œdèmes des membres inférieurs. Donc, en deuxième lieu, on a la NASAR, qui est connue par un gradient de l'albumine inférieur à 11 grammes par litre. Donc, à ne pas confondre le gradient d'albumine et le taux d'albumine. Le taux d'albumine ici est inférieur à 25 grammes par litre parce que c'est une acide pauvre en protéines. Mais le gradient d'albumine est connu par le taux d'albumine plasmatique, par la différence du taux d'albumine plasmatique et le taux d'albumine dans l'acide, qui est ici inférieur à 11 grammes par litre. Donc, l'orientation étiologique ici est guidée vers un syndrome néphrotique, est une fuite protéique d'origine rénale. On aura ici une fuite protéique. Et la dénutrition protéique, c'est la diminution de l'apport en protéines. Et en dernier lieu, le gastro-entéropathie oxydative, c'est encore une fuite protéique d'origine digestive. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît, mademoiselle Lebroa.
l'étymologie de la deuxième type de notre acide qui est l'acide riche en protéines dite exsida. Donc, en premier lieu, il faut toujours évoquer les pathologies cancéreuses. Donc, on a ici le carcinose péritonéal, donc secondaire à l'essaimage d'un cancer intra-abdominal, notamment les cancers colorectaux, qui est le plus fréquent. Donc, l'acide pancréatique, qu'il y a une rupture d'un canal pancréatique. Donc, souvent, son diagnostic est basé à l'aide de l'imagerie abdominale, notamment le scanner, ou bien le dosage des enzymes pancréatiques, l'amylase et le PAS, à l'aide de la ponction, le liquide de la évocatrice de la ponction. Donc, en troisième lieu, on a l'obstructrice hépatique, dite foie cardiaque ou Buchiari. Donc, il est dit généralement en obstruction de 26 hépatiques ou bien obstruction de la veine cave inférieure. Donc, son diagnostic il est souvent conforté ou consolidé par un écho abdominal ou un écho-cœur. Donc, en quatrième lieu ou avant-dernier lieu, on a l'acide tuberculose. Donc, qui est aussi un peu plus fréquent parce que nous sommes dans un pays endémique du tuberculose. Donc, la symptomatologie remonte par des douleurs abdominales, une fièvre, des cires nocturnes et autres localisations de l'infection telles que la toux, le dyspnée. Et au niveau de de l'acide, on peut avoir un liquide riche en cellules lymphocytaires, donc riche en l'ADA, l'adénosine désaminase. Et au niveau de la cytologie du liquide de l'acide, on peut avoir un culture à la recherche du bactérie nécessaire à la tuberculose, connu par le BK, le Mycobacterium tuberculosis. Donc j'espère que c'est très clair. Donc on passe sur le diapo suivante, s'il vous plaît. Donc avant de passer, j'ai oublié de noter le mésothorium. C'est un étudié encore, mais c'est très rare. Il est connu par une tumeur maligne développée à partir des cellules mésothéliales du péritoine. Il est très rare notamment. Donc à la fin, revenons encore à notre cas clinique. Je l'ai relis un soir aux urgences alors que vous êtes en garde. Madame X, âgée de 54 ans, a comme antécédent un HTA, consiste pour une augmentation du périmètre abdominal et douloureux, présent de CVC abdominal, urgence respiratoire, asthénie, amaigrissement, constipation, associé d'œdème des membres inférieurs, blanc, plein le godet et de température de 37,5. La ponction montre un liquide jaune citrin. Donc, notre cas clinique, sa ponction montre un liquide jaune citrin pauvre en protéines d'une échographie qui révèle les signes d'hypertension portale, notamment la splénomégalie, un bouleversement de l'architecture hépatique, fibrose. Donc, c'est les mêmes cas cliniques, mais apporter de nouvelles informations, telles que la ponction et l'échographie. Donc, quelle étiologie en pensez-vous? Oui, Aïchatou. La cirrhose. Oui, pourquoi la cirrhose? Des signes d'hypertension portale. Oui, absolument. Et quoi d'autre? Bouleversement de l'architecture hépatique. Oui. Merci Aïchatou pour ta belle participation. Quelqu'un d'autre veut participer? Oui, Mohamed Talib. Cirrhose, il y a d'autres signes aussi orientés vers la cirrhose. Oui. Les fonctions d'acide pauvres en protéines. Oui, absolument.
Mohamed Talib. Oui, je vous écoute. On a une acide qui est pauvre en protides, donc on va passer à toutes les étiologies qu'on peut avoir un cas d'une acide pauvre en protéines. D'après l'échographie, on a 6 signes qui sont en faveur parmi ces étiologies qui sont peut-être cirrhose du foie ou bien un syndrome néphrotique ou bien diminution d'apport en protéines. On a des signes qui sont en faveur de cirrhose du foie qui est l'hypertension portale et la fibrose du foie. Oui, c'est très clair, Roda. Merci. Merci pour ta participation. Quelqu'un d'autre d'entre vous veut participer, veut dire mieux? Je vous écoute. Les participations étaient très bonnes, Inch'Allah. C'est déjà très bien. Les autres, veuillez participer pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Dites ce que vous pensez. Faites habituer vos cerveaux, votre substance grise à la réflexion. Habituez-vous à faire un effort intellectuel, à ne pas recevoir de des fois, réponses. on peut penser à une insuffisance cardiaque droite. Une insuffisance cardiaque droite, pourquoi? Sur quels critères? On a des œdèmes de membres, la splénomégalie, le signe d'hypertension portale encore, la gêne respiratoire. Mais est-ce que l'insuffisance cardiaque fait une hypertension portale? Il est clair qu'il peut s'agir d'un cirrhose du foie. Une question, est-ce qu'on peut penser Alors, classiquement, si vous recevez un patient, qu'il soit en état d'anazarque, quel est anazarque? Est-ce que vous connaissez que veut dire anazarque? Œdème généralisé. Tout à fait, un œdème partout, dans tout le corps, que ce soit de la plèvre, du péritoine, que ce soit au niveau des membres supérieurs, inférieurs, etc. Donc, si vous avez un patient en état d'anazarque, ou qu'il y a des œdèmes des membres inférieurs avec toutes les caractéristiques qui ont été citées, il faut essayer d'explorer, c'est-à-dire de vous orienter selon des éléments diagnostiques. En fait, généralement, quand on pense à donc quand on est devant un anazarque, on doit penser à des étiologies qui font la part entre la cause quand elle est excidative ou quand elle est contributive. Mais d'emblée, sur le plan clinique, on va analyser les contextes. Par contre, si on a un patient qui présente si cardiopathe chronique, qui a une cardiopathie X, à titre d'exemple, qui vient avec des chiffres tensionnels élevés, et puis là, quand on l'examine, on a une acide, on a une pleurésie associée, on a des œdèmes, et on regarde, il y a une turgescence de la veine jugulaire. En auscultation, on trouve un. À l'auscultation, qu'est-ce qu'on trouve dans le cas d'une insuffisance cardiaque? Un bruit de galop qui bon, la marche qui est très rapide, vous allez bien le percevoir au stéthoscope. Si vous l'entendez une fois, vous n'allez plus l'oublier. Là, vous avez le bruit de galop, la turgescence de la veine, l'œdème de membre inférieur, la douleur au niveau du flanc droit, une pathomégalie qui n'a pas les caractéristiques de la cirrhose, chiffre tensionnel élevé, vous êtes devant un tableau d'insuffisance. Par contre, si vous êtes devant un patient qui a des antécédents d'insuffisance rénale, des douleurs au niveau du flanc droit qui présente pour des œdèmes des membres inférieurs, vous avez une douleur au niveau du flanc, là, avec des signes de déshydratation, vous pouvez penser à un syndrome
néphrotique. Par contre, si vous êtes devant, vous avez trois étiologies, généralement, il faut y penser à l'insuffisance cardiaque, à l'insuffisance rénale ou le syndrome néphrotique, à l'insuffisance hépatique. Donc, il faut s'orienter selon les éléments cliniques. Et c'est là l'échographie qui vous dira. Ici, vous avez une échographie qui montre une architecture du foie fibrosé et qui vous montre une hypertension portale. Donc, on s'oriente plus vers le foie que le cœur. Donc, c'est plutôt en faveur d'une insuffisance hépatique chronique, insuffisance hépatique cellulaire chronique, secondaire à une fibrose hépatique, qui est probablement la cirrhose. Et quel est le diagnostic de certitude de la cirrhose? Comment on peut être sûr qu'il s'agit d'une cirrhose? Il faut faire une biopsie pour mettre en évidence la définition histologique de la cirrhose. Par contre, pratiquement, on ne fait pas souvent la biopsie, mais sur ce faisceau d'arguments, sur l'atteinte hépatique, l'échographie, le patient est considéré ayant une cirrhose, et la prise en charge de la cirrhose, c'est une prise en charge des complications, éviter les complications, les prévenir et une surveillance, pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que je t'ai orienté un peu dans le cadre du triage. Il faut y penser à ces étiologies-là. Dans ce contexte-là, tu es bel et bien devant un cas d'une patiente qui présente une cirrhose. Allez-y, vous pouvez continuer. Allez-y, la diapo suivante. La diapo suivante. Allez-y, vous continuez, retirez. Allez-y, retirez. Apparemment, il y a un problème de connexion chez Betty et je ne sais pas pourquoi. De toute façon, elle vous a orienté sur le plan clinique, donc vous avez des différents éléments qui vous orientent. L'hypertension artérielle n'est pas forcément en faveur de l'origine cirrhotique. L'hypertension artérielle, c'est plutôt quand on a une origine cardiaque, qu'on y pense. Ou quand on a un foie cardiaque qui est le syndrome de Budd-Chiari, c'est une éventualité à part. Donc là, vous avez les différents éléments qui, sur le plan clinique, vous orientent vers une acide. Il y a des signes qui manquent. Il y a des signes un tout petit peu spécifiques de l'acide sur le plan physique qui n'ont pas été mentionnés et qui renforcent votre hypothèse clinique. C'est-à-dire que vous êtes devant une patiente avec des œdèmes des membres inférieurs, avec un maigrissement asthénie, CVC, augmentation du périmètre abdominal. Mais il y a deux signes encore qui sont très importants qu'il faut savoir chercher dans l'examen clinique. Quels sont ces signes-là? Est-ce que vous les connaissez? Les signes physiques de l'acide. Oui. Les signes de flot, les signes de glaçon. C'est quoi le signe de glaçon? Les signes de glaçon, quand on fait une dépression brusque de la paroi, on constate que le foie se refoule et donne un choc en retour. Tout à fait. C'est ce choc-là, comme vous avez un glaçon, vous avez jeté dans l'eau. Et l'autre signe, c'est quoi? C'est le signe de flot. Et comment on cherche le signe de flot? On fait une transmission c'est la transmission abdominale liquidienne de l'onde. On a une propagation de l'onde secondaire à une pression sur la paroi abdominale. Alors, il faut vous servir d'un autre collègue. Il va mettre sa main au niveau de la partie médiane, donc de l'abdomen. Vous allez presser, créer une pression d'un côté et vous allez voir les transmissions. Donc, pour pouvoir éviter le mouvement des autres organes. Comme ça, vous allez confirmer la présence du liquide. Donc, très bien, ça, ce sont les signes physiques un peu spécifiques de l'acide qu'il faut chercher cliniquement afin de vous orienter. Et puis, la ponction est en faveur et les résultats de l'échographie. Donc, allez-y, la diapo suivante, en attendant que Betty vienne. Elle est là, je crois. Betty, est-ce que vous avez une bonne connexion? Continuez.
Betty, est-ce que vous nous entendez? Oui. Allez-y, continuez. On vous a donné la parole depuis une heure. Allez-y, vous avez le QCM, donc allez-y. J'étais en train de imprimer notre 4 minutes, mais quand il n'y a que la connexion, quoi. Donc, on est arrivé au stade des QCM. Donc, ce sont des très simples QCM. On va commencer par le premier. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des causes d'acides riches en protéines? À votre avis, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des causes d'acides riches en protéines? Quelles sont éligibles? Oui, Tahar. Les causes d'acides riches en protéines. L'étiologie peut être cirrhotique, si on a une hypertension portale, le syndrome néphrotique, Riche en protéines. C'est bien dit riche en protéines. Tahar. oui, je dis la cirrhose du foie et le syndrome néphrotique. Riche en protéines, pardon. Oui. Le pauvre en protéines sont les foies cardiaques, la carcinose péritonéale et la Buchiari. Ok, merci. C'est parfait. Quelqu'un d'entre vous a levé la main, c'était qui? Mohamed Talib. Oui, je pense que le carcinose péritonéal peut donner une inflammation au niveau du péritoine. Oui. C'est la carcinose péritonéale peut donner une acide riche en protéines. Qui d'autre? Oui, Mohamed Talib, je vous écoute. La carcinose péritonéale peut donner Oui, une quoi acide. d'autre? Donc, on passe au diapo suivante, maintenant. Diapo suivante. Ok. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des causes d'acides riches en protéines? Donc, comme vous avez répondu, c'était parfaitement raison. Donc, on a le foie cardiaque, le carcinome péritonéal et le Buchiari. Donc, la réponse c'est B, C, D. J'espère que c'est très clair. Donc, pour la diapo suivante. Le deuxième QCM. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des causes d'acides pauvres en protéines? C'est très clair même. Pour participer, je vous écoute. Oui, cher Ali, a levé la main, oui. Hein? Aider. Ah, c'est le Dieu? La cirrhose, le syndrome néphrotique. Oui, la cirrhose et le syndrome néphrotique.
Oui, vous avez bien répondu. Merci. Merci, cher Ali, pour ta participation. Donc, ce qui est très clair. Donc, on passe vers la diapo suivante, répondue par cher Ali. A bien répondu, Inch'Allah. Donc, la réponse est AD. La cirrhose et le syndrome néphrotique sont des causes d'acide pauvre en protéines. Diapo suivante. L'échographie doit être faite en premier lieu lors d'une acide cirrhotique, acide chuleuse, acide cloisonné, acide tuberculeuse. C'est tuberculeuse. Oui, Mohamed Talib. Oui, Mohamed Talib. Donc, on passe vers le deuxième. Oui, cher Ali. Oui, cher Ali. Je vous passe la parole. Oui, madame. La réponse est C'est quel genre d'acide? acide cloisonné. Oui, pourquoi? Pourquoi c'est l'acide cloisonné? Parce que صعب علينا نعرفوا يكون بليكو. Ok. Oui, Aïchatou. L'acide cirrhotique. L'acide? Réponse A. Pourquoi réponse A? Pour voir les signes d'hypertension portale ou le splénomégalie. Ok. Est-ce que vous avez bien lire le QCM? Doit être faite en premier lieu, avant la ponction. Donc, quel genre C'est la réponse, c'est acide cloisonné. Oui, Houda, je vous écoute. Pour guider l'acide cloisonné pour guider la ponction. Oui, effectivement. Donc, notre collègue Houda a bien répondu. Donc, c'est la réponse C. C'est l'échographie est faite en premier lieu avant la ponction pour guider notre ponction. Donc, diapo suivante. Alors, je me permets pour répondre à la proposition d'Aïchetou. Elle a raison d'y penser un peu, c'est pas grave. Pratiquement et certainement, il a vu des échographies pour une acide cirrhotique. Mais ici, le concept, c'est que avant de ponctionner une acide cloisonnée, on doit demander une écho dans le sens de guider notre ponction, car l'acide cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a du liquide ou une acide de faible abondance. Le liquide, il est cloisonné dans un coin. On ne peut pas ponctionner à tort et à travers, on va certainement traumatiser le patient ou la patiente. Par contre, quand on a une acide cirrhotique, d'ailleurs, le patient est déjà connu pour une cirrhose. Ça, c'était le cas d'une patiente que j'avais moi-même. Non, c'est une patiente qui est connue cirrhotique. Elle vient pour une acide de grande abondance. Ici, la ponction est une ponction évacuatrice. On n'a pas besoin de demander une écho pour guider notre ponction parce qu'elle va être évidente. Nous avons une acide cliniquement parlante, c'est une patiente connue cirrhotique qui, de temps en temps, se décompense. Mais dans le cadre du bilan, à demander devant une acide d'origine cirrhotique, il faut demander l'échographie pour voir l'architecture du foie, l'évolution dans le cadre de la surveillance, et il faut demander une ponction à faire pour confirmer la nature solidaire, la solidarité, la biochimie, ainsi de suite. Voilà. Donc, le QCM suivant, j'espère qu'Aïchetou a bien compris.
Allez, les questions suivantes. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Donc, l'autre question, parmi les propositions suivantes concernant l'acide, lesquelles sont vraies? Lorsqu'il y a peu d'acide, il faut la chercher au niveau des fosses iliaques. Il apparaît en premier lieu à cet endroit. Donc, tout acide doit être ponctionné. L'acide de la tuberculose péritonéale est riche en polynucléaires neutrophiles. Oui, madame? Oui, madame, je vous écoute. Madame, à lever la main. Je vous écoute, madame. Il a levé depuis un moment apparemment. Il faut les autres. Quelqu'un d'autre? Ok, c'est très simple. Allez-y, on va conclure. Ah, c'est l'immunosite. Madame revient pour lever la main. Très bonne réponse. Je vous écoute. Comment? Allez-y, tu dis la réponse, tu discutes avec eux après. Allez-y. La réponse est La réponse est. Donc, on va passer. Ok. Donc, on a une première proposition. Lorsqu'il y a peu d'acide, il faut le chercher au niveau des fosses iliaques. Il apparaît en premier lieu à cet endroit. Donc, au niveau de l'examen physique, je crois que j'ai bien noté qu'il faut chercher au niveau des points et non pas au niveau des fosses iliaques. Donc, la proposition B, tout acide doit être ponctionné. Non. C'est donc dans le cas de l'acide cloisonné ou l'acide de en peu d'abondance, la ponction est contre-indiquée jusqu'à le faire dans l'échographie. La proposition C, l'acide de la tuberculose péritonéale est riche en polynucléaires neutrophiles. Donc, la richesse en polynucléaires neutrophiles illustre qu'il y a une infection bactérienne, d'où la bactérie connue de la tuberculose qui est le BK, Mycobacterium tuberculosis. Donc, il est riche en polynucléaires neutrophiles. J'espère que c'est clair. Donc, diapo suivante. La réponse, c'est la réponse C. J'espère que c'était clair, n'est-ce pas? Donc, on passe vers la dernière question. Cochez là où les réponses exactes concernant l'acide. L'acide est un épanchement péritonéal hématique. L'acide intransida lorsque le taux d'albumine est supérieur à 25 grammes par litre. L'acide tuberculose est un exsida. Le gradient d'albumine est supérieur à 11 en cas d'acide cirrhotique. Je vous écoute. C'est même très simple. Il faut participer, s'il vous plaît. Oui, madame. Je vous écoute. C ou D?
La réponse est CD. C'est aidé. Oui, effectivement. Pourquoi c'est CED? Parce que l'acide tuberculose est un accident. Parce qu'il est riche en protéines. Riche en protéines, la protéine supérieure à 25 grammes par litre. Oui. Le grade d'albumine dans l'acide sérotique est supérieur à 11. Et pour les proportions A et B, pourquoi elles sont fausses? Parce que l'acide est un épanchement liquide non hématique. Oui, effectivement. L'acide transida est inférieur à 25 grammes par litre. Oui. Donc, Parfait. oui, c'est très parfait. Donc, Medel, merci pour ta participation. C'est vraiment parfait. Donc, ce qui c'est très simple. J'espère que votre collègue Medel a bien répondu. Donc, la réponse est Un liquide sérohématique. l'acide tuberculose est fréquemment causé aux hépatopathies chroniques et les sida. Notamment, il faut penser à l'acide tuberculose de plus en plus fréquente et ne pas méconnaître la néoplasie. Oui. Donc voilà, je pense que c'est la fin. On va en conclure. J'aimerais apporter un petit mot et par rapport à l'aspect du liquide de la ponction d'acide. L'aspect du liquide de la ponction d'acide. L'aspect du liquide de la ponction d'acide ne doit pas être hématique dans le sens traumatisant. C'est-à-dire quand vous ponctionnez une acide, le liquide il est soit clair, soit jaune citron, soit sérohématique. Sérohématique, il y a la partie séreuse et il y a la partie hématique, surtout dans les cadres de la tuberculose ou dans les cadres des carcinoses péritonéales, des tumeurs, etc., les mésothéliens. Donc, vous pouvez avoir un liquide qui est sérohématique et il n'est pas un liquide traumatisant et c'est bel et bien un liquide inacide, mais l'acide d'origine tumorale. Donc voilà, c'était par rapport à le liquide que j'aimerais vous apporter un petit mot à la fin. Si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les poser à VTA. Sinon, de ma part, je remercie VTA pour ce travail. C'était une excellente présentation qui a été très riche, qui a été pédagogique, qui a suivi les étapes qu'il faut pour poser les diagnostics d'un acide sur le plan clinique, pour reconnaître les signes d'un acide sur le plan clinique et quelles sont les investigations à demander devant un acide. Pour ce qui est des signes, il y a les signes fonctionnels, comme votre collègue Oda a dit, qui amènent le patient à consulter, ce sont les symptômes. Il y a les signes qui sont physiques, c'est-à-dire les signes que vous allez révéler par l'examen, et il y a les signes généraux. Les signes généraux, ce sont les signes que vous allez révéler par la prise de constante en regardant l'état du patient. Ça, c'est une catégorie encore de signes qu'il faut connaître. Voilà, de ma part, je vous remercie. Je remercie Vétia. Je lui donne la parole si elle a quelque chose à dire avant de conclure. Parole, oui. Enfin, j'aimerais rien dire également. Je vous remercie en retour. Je vous remercie tous les participants, mes chers collègues. J'espère que la représentation sera utile et tout. Et merci pour
votre attention. Merci à toi. De ma part, j'apprécie que c'était une très belle présentation et que vous avez révisé la sémiologie à partir de cette présentation qui a été excellente. L'animatrice a été à la hauteur attendue. Comme j'en ai félicité, vous aurez un certificat de remerciement au nom de l'Association internationale des étudiants en médecine, Inch'Allah. Merci et je vous dis à la prochaine. Et là, je vous donne l'occasion, si l'un d'entre vous souhaite faire une participation, souhaite faire une présentation sur un sujet de la sémiologie, il est le bienvenu. Et nous allons envoyer un message sur le groupe pour ça. Pour tout celui qui souhaite présenter, prendre la parole, faire un effort, apprendre et permettre à ses collègues de changer les connaissances. Si quelqu'un veut faire une présentation, il peut me voir en privé et me présenter son CV et puis vous aurez même l'information sur votre groupe. Sur ce, je vous dis à la prochaine présentation. Je vous remercie. Wa marhaban wa